ce style milésien, je vais te broder une chaîne de contes variés, et si seulement tu ne renacles pas à déchiffrer les gribouillis d'un calame du Nil sur un papyrus égyptien, te faire admirer en caressant ton oreille d'un agréable murmure comme des humains changent de forme et de condition, puis de rechef et à rebours se retransforment en eux-mêmes. Je commence. Qui parle? En bref, écoute. Ma race tient par d'antiques racines au mont Hymette d'Attique, à l'isthme de Corinthe et au cap Ténar, en pays spartiate, terre féconde vouée à l'éternité par une littérature plus féconde encore, et mes premières armes d'enfant m'y ont valu pour prix de noviciat la maîtrise de la langue attique. Plus tard, dans la ville des Latins, dépaysé, étudiant improvisé à grand hareng, sans mettre aucun qui me guidât consciencieusement à la source, j'ai appris à fond l'idiome indigène des Euquirites, et donc, pardon d'avance si l'arrivée d'aventures, étrangers, pratiquant en néophyte les figures du forum, que j'y trébuchasse, quoique finalement le fait même de passer d'un langage à un autre, comme un cavalier change de cheval à la voltige, réponde au genre que nous abordons. C'est un conte à la mode grecque que nous commençons. Lecteur, lis bien, tu vas te réjouir. Une fois, dans une ville, un roi et une reine qui avaient 3 filles d'une beauté très distinguée. Les 2 aînées, quoique gracieuses et charmantes, pouvaient de la vie générale être louangées comme de simples femmes. Mais les appas de la 3e étaient si rares et éclatants que la pauvreté des mots humains était inhabile à les célébrer dignement, ou même à en donner une idée. Et une foule d'habitants, citoyens et étrangers, rassemblés par la rumeur, s'empressaient à admirer un spectacle aussi unique. Mais d'user de sa splendeur non pareille, ils portaient dévotement à leur bouche l'index de la main droite courbé sur le pouce dressé pour faire le geste de l'adoration, car ils croyaient contempler Vénus en personne. Et le bruit gagna bien vite les villes voisines et les contrées alentours, que la déesse qu'enfanta l'abîme azuré des mers et que nourrissent de leur rosée les écumes de la vague avaient bien voulu, répandant indulgemment les effets de sa puissance, revenir fréquenter les assemblées publiques, à moins qu'un frimas, nouveau descendu du ciel, fécondé non plus la mer mais la terre n'y eût fait éclore, dans sa fraîcheur de vierge en fleurs, une 2e Vénus. Dans une ville, un roi et une reine qui avaient 3 filles d'une beauté très distinguée. Les 2 aînées, quoique gracieuses et charmantes, pouvaient de la vie générale être louangées comme de simples femmes. Mais les appas de la 3e étaient si rares et éclatants que la pauvreté des mots humains était inhabile à les célébrer dignement ou même à en donner une idée. Et une foule d'habitants, citoyens et étrangers, rassemblés par la rumeur, s'empressaient à admirer un spectacle aussi unique. Mais d'user de sa splendeur non pareille, ils portaient dévotement à leur bouche l'index de la main droite courbée sur le pouce dressé, pour faire le geste de l'adoration, car ils croyaient contempler Vénus en personne. Et le bruit gagna bien vite les villes voisines et les contrées alentours, que la déesse qu'enfanta l'abîme azuré des mers et que nourrir de leur rosée les écumes de la vague avait bien voulu, répandant indulgemment les effets de sa puissance, revenir fréquenter les assemblées publiques, à moins qu'un frimas, nouveau descendu du ciel, fécondé non plus la mer mais la terre, n'y eût fait éclore, dans sa fraîcheur de vierge en fleurs, une 2e Vénus. Complètement allongé dans un pré herbage sur un coussin de gazon humide de rosée, Psyché, remis de son grand choc, s'endormit paisiblement. Une fois ses forces convenablement réparées par le sommeil, elle s'éveilla, apaisée et dispose. Elle vit une haute et vaste futée d'arbres touffus. Elle vit une source dont les eaux coulaient, transparentes comme du cristal. Près du point d'où affleurait la source, au milieu d'une clairière, se dressait, bâti, non de main d'homme, mais par opération divine, un palais de roi. Dès qu'on était dans l'entrée, on comprenait qu'on avait sous les yeux la lumineuse et luxueuse garçonnade d'un dieu. Des piliers d'or soutenaient des plafonds à caissons soigneusement incrustés d'ivoire et de tuyas. Tous les murs étaient plaqués d'argent ciselé en relief de bêtes, genre bêtes de cirque et autres, qui couvraient à la figure du visiteur. Sûr que c'était un type merveilleux, un demi-dieu, un dieu même, à savoir. Celui qui avait eu assez de métier et tellement la main fine pour transformer toute cette argenterie en ménagerie. Même le carrelage était minutieusement mosaïqué de pierres précieuses et divisé en tableaux peints qui montraient des variétés de figures. Bien heureux, bien richement heureux, fichtre, ceux dont les pieds marchent sur des diamants et des perles. Tout le reste du bâtiment, des 2 côtés et dans le prolongement, devait avoir coûté un prix faramineux. Toutes les murailles étaient bardées d'or massif brillant naturellement, à en illuminer la maison comme en plein jour, même si le soleil se cachait. Tellement les chambres, le portique, même les volets lançaient des éclairs. Et à voir partout dans la maison régner un luxe et une majesté pareille, on pouvait parier qu'évidemment c'était un palais céleste fabriqué par le grand Jupiter pour lui servir de maison de rendez-vous avec les humains. L'autre enchaîna.
Et moi alors, un mari mal bâti, bancroche, podagre, presque jamais capable au lit, toujours à le supporter, à lui frictionner ses doigts d'arthritique, durs comme pierre, et à me brûler mes pauvres mains si délicates avec des baumes puants. De la charpie crasseuse et des cataplasmes dégoûtants. Je ne tiens pas le rôle d'épouse aux petits soins, j'occupe une charge d'infirmière à tout faire. Quant à toi, ma sœur, à toi de voir avec quelle patience, ou plutôt, je dis ce que je pense, quelle servilité, tu continueras à subir ça. Mais moi je refuse d'accepter plus longtemps qu'une si riche fortune ait échoué dans des mains indignes. Rappelle-toi donc avec quel orgueil, avec quelle arrogance elle nous a traités. Cette ostentation, ce faste outrageusement étalé, cette vanité boursouflée, ces regatons minuscules tirés de son tas d'or qu'elle nous a jetés de mauvais gré, comme de suite notre présence lui a pesé, comme au commandement elle nous a fait chasser, souffler, siffler dans un coup de vent, je ne me sens plus. Je ne suis plus une femme si je ne la fais pas dévaler tout en bas du haut de son fric. Et si, comme de juste, notre humiliation t'a exaspéré autant que moi, mais ton haut point semble un plein solide. Pas laissée seule, sauf qu'elle n'était pas seule mais harcelée par les furies mauvaises, Psyché fut saisie d'un flot de tristesse, pareil à la houle de la mer. Sa décision était prise, son âme était ferme, pourtant, au moment de passer à l'acte, elle hésitait encore, indécise, partagée entre les sentiments contraires que lui inspirait sa détresse, se hâtant de sursoir, tremblant d'oser, doutant, s'irritant, et pour dire le fin mot, dans le même corps haïssant la bête et aimant le mari, vint le soir, qui annonçait la nuit, et elle précipita les préparatifs de son abominable crime. Cette nuit-là, son mari fut là, et une fois après avoir engagé quelques escarmouches amoureuses, il se fut endormi profondément, Psyché, quoique naturellement faible de corps et d'esprit, mais grâce à l'aide de l'assistance du destin, impitoyable, manda ses forces, brandit la lampe, s'empara du rasoir et se fit hardi comme un homme. Mais sitôt le secret du lit éclairé par la lumière levée, elle vit le plus aimable des fauves, la plus douce des bêtes féroces, le fameux Cupidon lui-même, le dieu joli, bellement allongé, à l'apparition duquel même la lumière de la lampe, égayée, brilla plus clair. Cependant que le rasoir prit honte de sa pointe sacrilège, et qu'elle-même, atterrée par ce qu'elle voyait, l'esprit égaré, livide, décomposé, défaite, tremblante, s'affaissa sur ses jarrets, et chercha maladroitement à enfouir le fer en se l'enfonçant dans sa propre poitrine, ce qu'elle eût infailliblement accompli si le fer, effrayé d'un tel forfait, ne lui avait échappé des mains pour tomber par terre. Cependant, épuisée, défaillante, à mesure qu'elle contemplait plus longuement la beauté du visage divin, elle se sentait renaître. C'était, sur une tête d'or, une chevelure touffue saturée d'ambroisie, un élégant fouillis de bouclettes errant parmi un coup de lait et des joues purpurines, ondulant sur la face, ondoyant sur la nuque, et fulgurant d'éclairs aux rayons si splendides qu'ils en faisaient vaciller la lumière même de la lampe. Aux épaules du dieu ailé palpitait l'éclatante blancheur de plumes pareilles à des fleurs baignées de rosée, et quoique les ailes fussent au repos, à leur extrême bord, un petit duvet tendrelet et délicat, jamais immobile, frémissait et frissonnait folâtrement. Le reste du corps, blanc, lisse et lumineux, était tel qu'il ne put faire honte à Vénus de l'avoir engendré, et devant les pieds du lit étaient posés l'arc, le carquois et les flèches, bienfaisantes armes du grand Dieu. Zéphyr s'étant exécuté sans délai, les excellentes sœurs rentrèrent à la maison de plus en plus enfivrées et enfilées, du mal de jalousie et jacassant à qui m'aimait. Enfin il me dit « Ah, fortune aveugle, injuste et cruelle, ça t'amuse donc de nous avoir donné, nés des mêmes pères et mères, des destinées si différentes? Nous, les deux aînés quand même, on nous a expulsés de chez nous et de notre pays et placés comme servantes épouses de maris étrangers à gâcher nos vies en exil loin de nos parents. Tandis qu'elle, la dernière, se rejetant de rebut, ultime épanchement d'une matrice épuisée, elle se gavera de richesses et elle aura un dieu comme mari, elle qui ne sait même pas profiter comme il faut d'une telle débauche de luxe. Tu as vu tous ces colliers qui me traînent dans la maison, ma sœur? Et quels colliers? Tous ces habits chatoyants, tous ces diamants qui brillent et tous ces or sur lesquels on marche partout? Si en plus son mari est aussi beau qu'elle dit, aucune sur la terre n'est plus heureuse qu'elle. Et à savoir si son mari, il ne va pas s'habituer si bien à elle qu'à force par amour, il ne va pas la faire déesse elle aussi. C'est ça, nom d'Hercule. C'est ça, elle s'y voyait, elle s'y croyait, elle vise haut, elle sent déjà sa déesse. Madame Je commande au vent, qui se fait servir par des voix, alors que moi, pauvre de moi,
Mon père m'a déniché un mari, primo, plus vieux que lui, secondo, plus chauve qu'une calebasse et nabot qu'un bambin, et qui garde tout dans la maison sous clé derrière des verrous et des chaînes. Je t'apprendrai que je m'en vais faire un autre fils, et bien plus réussi que toi, ou plutôt encore mieux, et pour que tu te sentes humilié encore plus fort. J'adopterai un de ces esclaves de ma maison, et je lui donnerai ses ailes, ses torches, cet arc et ses flèches, et tout le Bataclan. C'est à moi, et je ne te l'avais pas donné pour en faire ça, parce que tu n'as pas une bricole de ton fourniment qui m'est venue des biens de ton père. D'ailleurs, tu as été mal élevé, dès que tu étais tout petit. Tu as les mains harceleuses. Combien de fois tu as bousculé insolemment tes aînés, même moi, même ta mère, parricide. Tous les jours tu me déshabilles. Encore plus souvent tu me transperces, et de toute façon, tu ne fais pas plus cas de moi que si je n'avais pas de mari. Et même ton beau-père, le plus courageux et le plus grand des guerriers, tu n'en as pas peur. Et pourquoi pas, puisque angoissé comme je suis, qu'il prenne une maîtresse, tu as pris l'habitude de lui présenter des filles. Ah ça, je m'en vais voir à ce que tu as à te repentir de ton petit flirt, et qu'il t'en cuise amèrement de tes noces. Mais on rit de moi désormais. Que faire? Où me porter? Comment coincer ce lézard malfaisant? Le splendide appareil des noces. Sur le lit d'honneur, on voyait l'époux, tenant dans ses bras sa Psyché, et dans la même attitude, Jupiter avec sa Junon. Venaient ensuite les dieux, chacun selon son rang. Le nectar circule, c'est le vin des immortels. Jupiter a son jeune berger pour échanson. Bacchus verse rasade au reste de l'assemblée. Vulcain était chargé de la cuisine. Les heures semaient partout les fleurs et les roses. Les grâces répandaient les parfums. Les muses faisaient entendre leur voix mélodieuse. Apollon chanta en s'accompagnant de la lyre, et les jolis pieds de Vénus dessinèrent un pas gracieux en le réglant sur les accords divins. Elle-même avait ainsi complété son orchestre. Les muses chantaient en chœur, un satyre jouait de la flûte, un faune du chalumeau. C'est ainsi que Psyché fut unie à Cupidon dans les formes. Une fille naquit de leurs amours, on l'appelle la volupté.